Catherine Hegel, un nom qui aurait pu disparaître dans les recoins secrets de l'histoire sans l'impact profond qu'elle a laissé sur ceux qui ont connu son histoire, était une femme dont la vie était une tapisserie tissée de fils brillants, de chagrin et d'une résilience inébranlable. Née par une fraîche matinée d'automne 1950 dans un petit village de la périphérie bordelaise, Catherine a grandi dans un monde où le parfum des vignes et le bourdonnement de la vie rurale ont façonné ses premiers souvenirs. Ses parents, instituteurs et vignerons, lui ont inculqué l'amour du savoir et une profonde appréciation de l'art de la création, que ce soit à travers les mots ou l'équilibre délicat des saveurs d'un verre de vin. Pourtant, sous la surface idyllique de son enfance, Catherine portait un poids qui allait définir sa vie. Un profond sentiment de perte qui a débuté avec la mort prématurée de son jeune frère, Julien, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Cette tragédie, la première d'une longue série, allait devenir la pierre angulaire de son plus profond chagrin, une blessure qui ne cicatrisa jamais complètement et qui colora chacun de ses triomphes et épreuves. La perte de Julien, noyé dans une rivière voisine lors d'une sortie estivale, fut un événement cataclysmique pour Catherine. À 10 ans, elle était assez grande pour comprendre la permanence de la mort, mais trop jeune pour gérer la culpabilité qui la consumait. Ce jour-là, elle avait été chargée de veiller sur Julien, une responsabilité qu'elle prenait au sérieux en tant que sœur aînée. Il jouait au bord de l'eau, chassant les libellules et riant sous le soleil doré lorsque Julien s'aventura trop loin dans le courant. Les appels à l'aide désespérés de Catherine arrivèrent trop tard, et l'image de son petit corps repêché dans la rivière la hanta pendant des décennies. Ses parents, dévastés par leur propre chagrin, ne la blâmèrent jamais, mais Catherine intériorisa un sens des responsabilités qui devint le fondement de son chagrin. Elle confessera plus tard, dans un journal intime découvert après sa mort, qu'elle avait le sentiment d'avoir laissé tomber Julien, que le but de sa vie était de rattraper le moment où elle n'avait pas pu le sauver. Cette culpabilité la poussa à se surpasser, à se consacrer pleinement à son travail et à ses relations, mais elle laissa aussi une tristesse persistante, une ombre qui la suivait même dans ses moments les plus brillants. En grandissant, Catherine révéla son intelligence et sa créativité. Elle excella dans ses études, notamment en littérature et en histoire, et obtint une bourse pour étudier à la Sorbonne à Paris. S'installer dans cette ville fut à la fois exaltant et intimidant. Paris, avec ses rues animées et sa ferveur intellectuelle, lui offrit un terrain propice à ses ambitions, mais accentua aussi son sentiment d'isolement. Loin du confort familier de son village, Catherine se débattit avec le poids de son passé. Elle se consacra à ses études, passant de longues nuits à la bibliothèque universitaire, se plongeant dans les œuvres de Proust, Camus et de Beauvoir. Ses professeurs remarquèrent son intensité, la décrivant comme une étudiante qui semblait porter le poids du monde dans ses dissertations. C'est à cette époque qu'elle commença à écrire, non seulement des articles universitaires, mais aussi des poèmes et des nouvelles qui capturaient la crudité des émotions humaines. Son écriture devint un refuge, un moyen d'exprimer le chagrin qu'elle ne pouvait exprimer à voix haute. Le début de carrière de Catherine fut marqué par une détermination discrète à laisser sa marque dans un monde qui ignorait souvent les femmes de sa génération. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, elle accepta un poste de rédactrice junior dans une petite maison d'édition parisienne, où elle se forgea rapidement une réputation pour son œil avisé et sa capacité à accompagner les jeunes écrivains. Ses collègues admiraient son dévouement, mais peu connaissaient le prix personnel de son éthique de travail acharnée. Catherine travaillait souvent tard le soir, peaufinant des manuscrits et encadrant des auteurs, animée par le besoin de créer quelque chose de durable, un témoignage de son existence dans un monde où elle avait le sentiment d'avoir déjà tant perdu. Son premier grand succès fut la promotion du premier roman d'un auteur inconnu, une histoire poignante de perte et de rédemption qui devint un best-seller. Ce succès lui valut une promotion, mais il approfondit aussi sa tristesse personnelle, les thèmes du roman reflétant son propre deuil non résolu concernant Julien. Malgré ses réussites professionnelles,
La vie personnelle de Catherine était semée d'embûches. À la fin de la vingtaine, elle tomba amoureuse d'Étienne, un peintre charismatique dont l'énergie vibrante semblait illuminer les recoins sombres de son univers. Leur relation, passionnée mais tumultueuse, était marquée par les humeurs imprévisibles d'Étienne et ses problèmes d'alcoolisme. Catherine crut pouvoir le sauver, tout comme elle avait autrefois espéré sauver Julien, mais les démons d'Étienne se révélèrent trop puissants. Leur rupture, après 3 ans d'amour et de chagrin, la laissa dévastée. Elle déversa sa douleur dans son travail, éditant des manuscrits avec une férocité qui alarma ses collègues. C'est durant cette période qu'elle commença à connaître des crises de dépression, un état qu'elle cachait à tous, sauf à ses plus proches confidents. Elle consulta un thérapeute en secret, terrifiée à l'idée qu'avouer ses difficultés ne nuise à sa réputation professionnelle. La thérapie l'aida, mais ne put effacer le chagrin profond qui avait pris racine dans son enfance. La carrière de Catherine continua de prospérer, même si sa vie personnelle demeurait un champ de bataille émotionnel. À la trentaine, elle fut nommée rédactrice en chef de la maison d'édition, un rôle qui la propulsa au premier plan de la scène littéraire française. Elle devint célèbre pour son talent à repérer les talents et sa volonté de prendre des risques face à des voies non conventionnelles. Sous sa direction, la maison d'édition publia une série d'ouvrages salués par la critique, dont un recueil d'essais sur le deuil qui trouva un profond écho auprès des lecteurs. Catherine y apporta sa propre expérience sans jamais l'avouer publiquement. Le succès de ce recueil lui valut des éloges, notamment une invitation à prendre la parole lors d'un prestigieux festival littéraire à Lyon. Pourtant, alors même qu'elle se tenait sur scène, acceptant les applaudissements pour sa contribution à la littérature, elle ressentait une profonde douleur intérieure. Elle écrivit plus tard dans son journal qu'elle se demandait si ses accomplissements suffisaient à justifier la vie qu'elle avait menée, ou s'ils n'étaient qu'un moyen de détourner l'attention de la douleur à laquelle elle ne pouvait échapper. Le chagrin le plus profond de la vie de Catherine, outre la perte de Julien, fut son incapacité à avoir des enfants. Au début de la quarantaine, après des années d'espoir et de tentatives, elle apprit qu'elle était stérile. Le diagnostic fut un choc terrible, ravivant la culpabilité qu'elle ressentait face à la mort de Julien. Elle s'était toujours imaginée mère, capable d'offrir à son frère l'amour et la protection qu'elle estimait ne pas avoir su offrir. La prise de conscience que ce rêve ne se réaliserait jamais la plongea dans une profonde tristesse. Elle se retira de ses cercles sociaux, passant de longues soirées seule dans son appartement parisien, entourée de livres et de manuscrits. Ses amis remarquèrent un changement en elle, une quiétude qui semblait masquer un trouble plus profond. Catherine confia à une amie proche qu'elle se sentait punie pour son passé, que son incapacité à créer la vie était la conséquence de son incapacité à sauver celle de Julien. Ce chagrin se manifesta de manière subtile tout au long de sa vie. Catherine devint un mentor pour les jeunes écrivains, les traitant avec une attention maternelle qu'elle ne pouvait pas offrir à ses propres enfants. Elle passait des heures à lire leurs brouillons, à les encourager et à leur faire des critiques constructives et à célébrer leurs succès comme s'ils étaient les siens. L'une de ses protégées, Claire, devenue plus tard une romancière célèbre, décrivait Catherine comme une lumière directrice, quelqu'un qui voyait le potentiel des autres, même lorsqu'ils ne le percevaient pas eux-mêmes. Pourtant, Claire remarquait aussi une tristesse dans le regard de Catherine, une mélancolie qui semblait persister même dans les moments de triomphe. Catherine ne parlait jamais de son infertilité à ses collègues, ni à ses mentorés, mais ses proches sentaient qu'il s'agissait d'une blessure qu'elle portait en silence, une blessure qui façonnait ses interactions et sa volonté inébranlable de laisser un héritage par son œuvre. La carrière de Catherine ne fut pas exempte d'échecs et de revers. À la fin de la quarantaine, elle prit un risque audacieux en investissant dans une nouvelle revue littéraire visant à mettre en avant les voix d'avant-garde. Cette revue, baptisée L'Esprit Nouveau, était son projet passionné, une plateforme pour explorer l'écriture expérimentale et remettre en question le statu quo. Elle y investit ses économies et son énergie, persuadée qu'il pourrait redéfinir le discours littéraire en France. Cependant,
le magazine peinait à trouver son public sur un marché dominé par les publications établies. Après 2 ans de pertes financières et d'indifférence critique, l'Esprit Nouveau Ferme